J'ai dit, êtes-vous de ceux qui pensent que toute la vérité n'a pas été dite sur la mort de Idriss Déby? Par rapport aux thèses du complot? Oui. Enfin, aux thèses de l'assassinat? De l'assassinat. Non, non, non. Qu'il est monté au front. Oui, vous savez que ce que je sais moi, jusqu'à ce qu'on nous dise le contraire, hein, ce que je sais moi, c'est que lui, il est allé au front. D'accord? Vous savez que les rebelles, quand Vous avez des informations précises qu'il est allé lui-même au front? Oui, oui. Bon, maintenant, il faut savoir c'est quoi exactement la démarche qui suivait. C'est-à-dire que quand les rebelles sont rentrés, vous savez, les rebelles, quand ils sont rentrés vers la frontière tchadienne, ils ont pris rapidement 3 villes, sans vraiment beaucoup de combats. Et puis, ils ont piqué vers la capitale. Et ils sont arrivés à peu près 350 km de la capitale. Et il y a eu les premiers accrochages. Dès les premiers accrochages, vous avez le chef d'état-major qui meurt. Mohamed Suleiman, il est décédé. C'est déjà un coup. Vous voyez, si c'est dès les premiers combats, le chef d'état-major d'abord s'implique, ça veut dire qu'il y a un petit problème. Parce que normalement, on envoie d'abord les gens, et puis après, s'il y a un soutien, le chef d'état-major peut monter. Mais tout de suite, dès les premiers combats, on voit le chef d'état-major qui s'implique et il meurt. Et donc, du coup, ça crée un peu le moral est un peu dans les chaussettes, hein, vous voyez. Et puis après, les rebelles avancent. Ils sont à 300 km de la capitale. Donc, lui, il dit, bon, ok, prenons toute la garde présidentielle. Donc, il prend toute la garde présidentielle. Et il dit, on va faire un QG. On va se positionner avant qu'ils arrivent à 300 km. Donc, il installe son QG et les gens partent. Lui, il reste à l'arrière. Dans le QG, vous savez que si vous voyez, même si c'est une grande tradition au Tchad, depuis le temps de rébellion du président, depuis les rebelles et leur histoire, tous leurs chefs se battent avec leurs hommes. D'accord? Donc lui, Idriss Déby, aujourd'hui, il est âgé à peu près de 70 ans, 69-70 ans. Je pense qu'avec tous les problèmes de santé, si vous voyez son physique, si vous voyez un homme qui a quand même pris de l'âge, qui a une grosse bedaine aussi, ce qui veut dire quoi? Que vous ne pouvez pas sauter sur les Toyota comme des jeunes combattants, filer à 120 à l'heure pour faire la guerre. C'est impossible. Mais la présence, elle est là pour galvaniser les gens et tout. Donc lui, il s'installe au QG à l'arrière et les gens vont sur les premières lignes de front. Donc lui ne se bat pas réellement. C'est très important. Depuis longtemps, il ne le fait plus. Ce n'est pas possible. Donc maintenant, les gens se battent et il amène toute la garde présidentielle. Ça veut dire l'unité d'élite. L'unité d'élite. Super équipés, des blindés, des canons, tout, des hélicos, tout. Et dans cette confrontation avec les rebelles, vous savez, les armes ne sont pas égales. D'abord, ça, c'est un État. Donc, il y a des moyens très importants. Et puis, ils ont aussi le soutien de l'armée française. Très important dans la guerre. L'armée française a toujours joué un rôle déterminant dans l'écrasement des rébellions en faveur d'Idriss Déby. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, elle filme les colonnes, oui. Elle filme, elle photographie, elle est capable de lui dire, et chaque matin les officiers français viennent au QG de l'armée tchadienne, ils arrivent avec les photos satellites, vous avez le nombre de personnes par véhicule, vous avez le nombre de véhicules, vous avez leur positionnement, vous avez les écoutes, les rapports d'écoute, vous avez les armes dont ils disposent, hein, et vous avez même parfois, on cherche à savoir où est le chef, s'ils arrivent à le trouver. C'est pour ça que vous voyez souvent les Tchadiens sont tous enturbanés là. Si vous voyez une colonne, pour trouver les chefs, ça va être compliqué. Donc c'est utile aussi à ça. Donc l'armée, les militaires français arrivent chaque matin avec toutes ces informations. Donc vous voyez l'information qu'ils ont, l'avantage qu'ils ont. Il n'en demeure pas moins que les équipements, les informations ne font pas tout dans une guerre. Ça ne fait pas tout. Toute l'histoire est là pour le prouver. Donc, ils vont sur le front et là ils sont presque face à face. Ils sont presque face à face sur la première ligne avec la garde présidentielle. Et les combats tout de suite sont hyper rudes, très rudes, meurtriers. Et on a l'effondrement de toute la garde présidentielle. Vous avez 7 généraux qui tombent, plus de 25 gardes de sa sécurité, première sécurité, qui tombent. Et les gens déboulent. Maintenant, puisque les premières lignes du front sont écrasées, vous avez les gens qui déboulent vers le QG. Carte générale. Où il est lui. Où il est lui. Et donc, quand les gens arrivent,
les éléments qui sont avec lui, ben, il voit que le danger est imminent et impossible de tenir. Toute la ligne, la garde présidentielle n'est plus là. Donc eux, ils replient rapidement avec leur véhicule et les autres le poursuivent. Et ils le mitraillent sans arrêt. Parce que lui, quand il arrive de N'Djamena, il va jusqu'à sur la ligne de front, il prend un hélico. 300 km, il prend un hélico. Si les hommes sont partis avec leur véhicule, lui, il arrive avec les hélicos. Et donc, du coup, le repli, c'est quoi? C'est aller rapidement vers l'hélico pour le prendre et partir. Or, eux, ils vous mitraillent. Et donc, c'est dans ce mitraillement-là que lui, il est touché. Donc, quand les gars, ils arrivent quand même à l'hélico, lui, il est déjà décédé. Ils le mettent dans l'hélico démarre. Il rentre au N'Djamena. Quand il rentre à N'Djamena, on l'amène directement à la présidence. Il est déjà décédé. Et c'est le lundi matin.